Bonjour à tous et à toutes. Voilà, hier nous étions à l'UNESCO, aujourd'hui nous sommes au ministère de la Santé pour évidemment une après-midi ou une soirée qui sera donc entièrement dédiée à la santé auditive précisément. Alors je remercie évidemment tous les intervenants qui vont tourner autour de cette table de cet après-midi, ce soir, et vous dire également que donc, nous sommes reçus évidemment par le directeur général de la Sécurité sociale qui va nous dire quelques mots. Alors il se trouve que Franck von Lennep était pas disponible pour arriver tout de suite là au début de cette réunion, mais il est là effectivement pour nous accueillir et je lui laisse la parole. Bonjour à tous. C'est évidemment dans un format numérique que nous vous accueillons aujourd'hui au ministère des Solidarités et de la Santé. Cette séquence dédiée à la santé auditive dans le cadre du riche programme de la Semaine du son de l'UNESCO. Ce sujet nous tient particulièrement à cœur à la direction de la Sécurité sociale. Car en effet, depuis le début du mois de janvier, nous sommes passés dans la dernière phase de la réforme du 100% santé qui permet la prise en charge sans reste à charge des équipements auditifs. C'est une belle réforme, nous aurons l'occasion de débattre cet après-midi à l'occasion de notre table ronde sur ce sujet. Et d'ici là, je laisse la place au programme. Je vous souhaite un excellent moment avec les différents intervenants et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, merci Franck von Lennep de nous introduire, de nous recevoir officiellement dans ce lieu, encore une fois qui sera entièrement dédié donc à la santé auditive et en particulier justement à ce 100% dédié à l'audioprothèse, thème extrêmement important, historique, et on voulait véritablement organiser cet après-midi dans ces murs. C'était un moment historique qu'il fallait donc mettre en place d'une manière tout à fait solennelle, si je puis dire. Alors, pour mettre en place une opération aussi solennelle, il nous fallait aussi un contact direct avec l'OMS, qui est finalement notre relais en fait à l'international. Et c'est ainsi que Shelly Chadha, qui est aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, responsable du programme de la prévention de la surdité et de la déficience auditive à l'OMS, nous a rejoint. Alors, on l'a aujourd'hui en Zoom, elle n'a pas pu se rendre ici évidemment pour les raisons que l'on imagine, mais elle est avec nous pour nous accueillir, pour nous dire deux mots justement d'introduction. Bonjour Shelly, heureux de vous avoir avec nous et je vous laisse la parole. Bonjour Christian, hello everyone. Well, thank you, Christian. And firstly, let me felicitate you and of course UNESCO and the government of France on organizing this event, on your dedication and commitment to the cause of promoting awareness on the importance of good quality sound in our lives and on our health. And to organize this event, despite this ongoing pandemic and all the restrictions and limitations which we face currently, this is really a testament to the dedication of UNESCO, of your organization, and of course to the government of France. So thank you very much for that. I want to just highlight today that we understand that sound and health are absolutely intricately interlinked with each other, and that the nature of sounds we experience, as well as the loss of this sound experience, which is in the form of hearing loss, this can have a lasting impact on both our physical and on our mental health. And in order to be able to better, identify these connections and what is the relationship, as you know very well, Christian, WHO will launch in March this year the first ever World Report on Hearing. And this World Report on Hearing, it brings a number of messages for the governments, but also very importantly, it brings the message on the importance of our sound environment. So on one hand is our sound environment in the form of the sound that we consume. So knowing that consuming excessive sound, so unsafe listening as we call it, it poses a risk for hearing loss, and hearing loss which can be prevented. But on the other hand, sound environment or the acoustic environment also greatly influences
the lives of those people who are living with hearing loss and who are oftentimes using or sometimes not using hearing devices or audio prostheses. So the sound environment really has an intense connection with that, and it is incredibly important both for our hearing health, but also for our health in general. And it is really for this reason that WHO is most pleased with its growing collaboration with UNESCO, with the Week of the Sound, and on being able to participate in and promote this event, even through this virtual platform. So I will stop here and just to say, Christian, thank you very much to you, but thank you to all of those who are behind the sound, the Week of the Sound event, as well as to the government of France and to UNESCO for this event, for this opportunity and privilege of participating. And I wish you and everyone else here today all the best for the rest of the coming days and of course for tonight. So thank you very much and back to you. Merci Shelley, mais dois-je rajouter aussi que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Depuis votre arrivée, vous avez transformé aussi tout le secteur de la santé auditive au sein de l'OMS. Vous avez été extraordinairement positive et vous avez su vous entourer également de très nombreuses ONG du monde entier qui viennent vous rejoindre 2 fois par an maintenant à Genève. Et c'est grâce à votre travail que nous avançons aussi d'une manière extraordinaire. Merci de votre présence. Merci, Shelley. Et nous allons promouvoir encore un peu plus encore cette année la fameuse Journée internationale de l'audition, mondiale de l'audition, avec vous, qui se passe le 1er mars de chaque année. Voilà. Merci Shelley, vous restez avec nous pour suivre ce débat. Et voilà, nous sommes toujours, en fait, pour ceux qui nous ont rejoints dans cette émission, donc nous sommes dans la salle de presse du ministère de la Santé et j'ai le plaisir et l'avantage d'appeler donc Arnaud Coez, là, qui est notre deuxième intervenant, audioprothésiste de renom, s'il vous plaît, et administrateur également de la Semaine du Son. Et donc Arnaud, vous allez, parce qu'on se tutoie, tu vas nous présenter effectivement cette très belle... Enfin, ce projet que nous avons à la Semaine du Son depuis quelques années, qui est celle d'un dispositif sur la compréhension du sonore, et en particulier ce décibel. Je te laisse la parole. Eh bien, écoute, merci beaucoup Christian de cette introduction. Merci à toi d'avoir porté la Semaine du Son et de faire en sorte que l'UNESCO vienne accompagner la charte que tu as pu mettre sur pied. Tant la devise de l'UNESCO est grande, noble et si difficile à atteindre, puisqu'elle est de construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Et une démarche de la Semaine du Son est d'essayer de rendre la notion de décibel aussi accessible que la notion de degrés Celsius. Et l'idée de cette présentation, c'est de vous montrer comment rendre une notion physique, une connaissance accessible, peut permettre de contribuer à construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes, précisément. C'est l'œuvre d'une équipe, hein, je le dis, c'est la Semaine du Son, c'est beaucoup de personnes qui y travaillent, hein, vraiment. C'est vrai, mais ça a permis de faire en sorte que l'UNESCO se saisisse de ce sujet, que l'on reconnaisse que le son est un élément qui est important dans nos vies, qu'il touche tous les âges et qu'il imprègne les dimensions aussi bien économiques, environnementales, sociale, médicale, industrielle et culturelle, donc vraiment un vaste champ d'investigation, et il contribue très largement à notre comportement individuel et collectif en aidant à façonner les relations que l'on peut entretenir et former avec les autres. Donc, dans le cadre de son engagement à édifier des sociétés durables, l'UNESCO sensibilise les États membres aux meilleures pratiques en matière de son et dans tous les domaines de la vie, afin de renforcer notre capacité de coexister pacifiquement. Et c'est ce que l'on peut lire sur le site de l'UNESCO sur cette diapositive. Donc l'UNESCO a adopté cette résolution 39C49, à laquelle tu as très largement contribué, et qui permet de promouvoir les bonnes pratiques du son dans le monde actuel.
C'est un élément qui est important parce que il ne faudrait pas qu'à l'avenir, le silence ne soit réservé qu'aux riches et aux sachants, et le bruit aux pauvres et aux ignorants. Et c'est une des conférences qui a pu être organisée sous ton égide l'année dernière au Collège des Bernardins, et dont nous avons pu refaire la synthèse dans une revue qui s'appelle Les Cahiers de l'audition, et qui est distribuée par le Collège national d'audioprothèse, qui est un collège, l'un des plus anciens collèges en France, dont une des missions est de diffuser le plus largement la connaissance dans le monde de l'audioprothèse. Et donc dans ce même cahier de l'audition, la communication que nous faisons ce soir est reprise avec les grands axes qui ont été retenus, parce que notre idée est de faire en sorte que le degré Celsius et le décibel soient des unités aussi simples à manipuler l'une que l'autre. Or, très peu d'entre nous savent ce qu'est exactement un degré Celsius. Alors, si je te demande quelle est la définition du degré Celsius, je pense que tu auras des difficultés à me répondre. La constante de Boltzmann est certainement quelque chose d'inconnu pour le plus grand nombre d'entre nous. Et elle se définit comme étant la température thermodynamique en Kelvin, moins 273,15 degrés Kelvin, afin que le zéro soit la température de solidification de l'eau. Bon. Et pourtant, on n'a pas besoin de savoir cela, on n'a pas besoin de connaître précisément la définition pour savoir si l'atmosphère dans laquelle nous évoluons sur ce plateau est plutôt tempérée, agréable, ou bien plutôt fraîche. Là, on a une température qui est certainement d'une vingtaine de degrés et qui nous permet d'être en costume-cravate. Et s'il y avait 16 degrés, on aurait probablement pris nos précautions pour ne pas grelotter. Donc à l'annonce d'une température, on est capable de s'adapter et d'avoir le comportement adapté à la situation que l'on traverse. Par contre, si on affiche des niveaux sonores, c'est pas évident que si on affiche un niveau sonore de 40 décibels ou 70 décibels, on sache exactement à quoi s'en tenir et quelle est la bonne attitude à adopter. C'est ce que l'on a pu montrer tout à l'heure sur la musique compressée. La musique compressée, c'est très bien, mais finalement, quel est le niveau? Est-ce que c'est quelque chose de dangereux? Pas dangereux? C'est quelque chose qui est difficile à apprécier parce que, précisément, on n'a pas d'échelle, on n'a pas de mesure à notre disposition que l'on sache ressentir. Alors, il y a de plus en plus d'affichages, néanmoins, qui indiquent le niveau sonore des appareils, que ce soit les machines à laver, que ce soit les tondeuses, etc. Mais finalement, quand on lit sur une étiquette 40 décibels de bruit pour une machine, est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est silencieux? Peu de personnes, à mon avis, sachent exactement quel est le niveau en question. Donc pour que ces informations aient vraiment du sens, ça demande à ce qu'on arrive à établir une correspondance vécue entre ces notions de décibels et puis ce que l'on ressent en fonction du niveau de décibels en question. Donc ça requiert une meilleure connaissance de cette échelle de son qui est exprimée en décibels, pour que l'affichage de ce nombre de décibels ait du sens et autant de sens que l'affichage des degrés Celsius sur les enseignes de pharmacie, par exemple, ou sur l'autoroute, ou sur je ne sais quel support. Alors, les professionnels de santé, à mon avis, qui sont le plus à même à essayer à permettre la diffusion de cette information, sont probablement les audioprothésistes, qui sont une profession qui est répartie de façon assez homogène sur l'ensemble du territoire national, qui sont d'un accès facile, aisé, qui ont des connaissances en acoustique et qui ont un relationnel agréable avec les gens qu'ils ont l'habitude de traiter. Leurs patients sont de plus en plus technophiles, ils possèdent des outils, et on a un outil qui est tout à fait extraordinaire, c'est d'avoir un smartphone, et le nombre de smartphones vendus dans le monde est tout à fait assourdissant, sans mauvais jeu de mots. Il y a de plus en plus de gens équipés de smartphones sur lesquels on peut mettre un certain nombre d'applications. Et notamment, les audioprothésistes, avec leurs patients, ont l'habitude de connecter les appareils auditifs au smartphone, puisque ça permet de transformer l'appareil auditif en écouteur du smartphone, précisément.
Et donc les patients sont aguerris et savent le faire. Donc ça veut dire que des choses qui pouvaient être représenter un acte technique fort, dissuasif pour certains, est devenu aujourd'hui une routine, même chez les plus technophobes d'entre nous. Et donc les audioprothésistes sont très habitués finalement à faire télécharger ce type d'application à leurs patients, à leur faire utiliser leur smartphone et à les faire connecter avec les appareils auditifs. Et donc on pourrait très bien imaginer que les audioprothésistes, demain, dans un cadre d'une mission d'information et de formation pour la santé, participent au fait de télécharger une application sur un smartphone qui serait une application cette fois-ci de type sonométrique, qui n'est pas plus difficile à télécharger qu'un autre type d'application pour utiliser des appareils auditifs. Et donc l'utilisateur final, la population française dans son ensemble, serait dotée sur son smartphone, certes d'une application météo avec la fameuse température en degrés Celsius, de la boussole, de la loupe, des appareils auditifs, des réservations en ligne en tout genre, et pourquoi pas d'un sonomètre, tout simplement. Et qui permettrait justement de faire un certain nombre de mesures, et qu'à partir de ces mesures de certaines ambiances, eh bien, on apprenne à étiqueter une ambiance sonore et à pouvoir définir quel est le nombre de décibels correspondant à cette ambiance sonore. Donc le Collège national d'audioprothèse vraiment engage l'ensemble des audioprothésistes sur le territoire à participer à ces réunions publiques afin de rendre le décibel aussi courant que le degré Celsius, en partenariat avec l'Association des maires de France, qui auront pour mission de mettre à disposition un local afin que ces réunions publiques puissent se tenir, et à l'aide d'un support qui sera fourni par l'association, justement, la Semaine du Son de l'UNESCO. On va en parler. Dès que la situation sanitaire, évidemment, le permettra, et permettra des rassemblements publics, mais il est bien évident, on a la chance d'être dans un pays où la vaccination va pouvoir se mettre en place et on va pouvoir reprendre le destin de nos vies. Donc l'objectif du diaporama que l'on souhaite présenter aujourd'hui, c'est permettre aux audioprothésistes d'animer une réunion publique et que les participants qui participeront à cette réunion publique apprennent à mesurer des ambiances sonores, mais pas nécessairement des ambiances sonores où il y a des nuisances sonores, mais des ambiances qu'ils aiment, qu'ils aimeraient faire découvrir, qu'ils aimeraient conserver, qu'ils aimeraient peut-être transmettre aux générations futures, ou à contrario, pouvoir réagir efficacement, utilement, s'ils se sentent agressés, notamment s'il y a de la musique compressée, pour avoir le geste salvateur qui leur permettra de garder leur fonction de défense face à des événements sonores potentiellement traumatisants. Alors, comment prendre conscience du sonore ? Alors souvent, le sonore dépend de l'endroit où l'on se situe, et je crois que tu voulais nous parler de la réverbération. Oui, c'est tout simplement une petite anecdote, mais c'est vrai que c'est important de savoir où on se trouve, dans quel lieu on se trouve, et pour cela, il suffit simplement de prendre conscience de ce que c'est qu'une réverbération, le temps que met le son pour pouvoir décroître sur 60 décibels, donc jusqu'à ce qu'il s'éteigne véritablement. Là, on est dans une salle qui est la salle de presse du ministère de la Santé. Je vais vous la faire sonner, vous allez entendre ce que ça peut donner. Une réverbération assez courte, hein. On entend un son qui se trouve derrière en fait le claquement de main, et déjà ça nous donne déjà une prise de conscience du lieu. Alors effectivement, l'acoustique du lieu va être un élément qui est capital. Et autre élément qui peut apparaître également capital, c'est le silence. C'est-à-dire, qu'est-ce que le silence ? Et si l'on demande à un auditoire, c'est ce que j'avais prévu de faire si cette réunion avait pu être en présentiel, c'est interroger, faire un mini-sondage de la salle pour savoir quel est le niveau sonore finalement d'une salle silencieuse. On a souvent des réponses qui vont de 0 à 60 décibels. Enfin, on a des réponses très, très, très disparates. Et finalement, peu de personnes savent quel est le niveau lorsque l'on fait le silence, c'est-à-dire quand tout le monde se tait. Et une astuce peut-être pour obtenir une salle silencieuse, quelle que soit sa réverbération, serait peut-être de faire écouter ce fameux mouvement de l'œuvre 4 minutes 33 du compositeur John Cage, qui a été interprété en 1952 par le pianiste David Tudor, que l'on peut très facilement télécharger à l'adresse qui est indiquée sur l'écran.
où vous avez un pianiste qui rentre en scène, qui s'assoit devant son piano, mais à aucun moment il ne va jouer une note de piano et le silence s'installe, avec une salle muette, et on s'aperçoit que rien, le silence, ce n'est pas rien précisément, il se passe toujours un petit quelque chose, et éliminer tous les petits sons est quelque chose de particulièrement difficile. Et à partir de cette expérience, demander aux gens est-ce qu'il y a 0, 10, 20, 30, 40 décibels est un élément qui est intéressant et qui pourrait être mesuré précisément à l'aide d'une application sonométrique que l'audioprothésiste aura aidé à télécharger, ou que l'auditoire téléchargera lui-même en s'étant muni de son code de store pour pouvoir télécharger une application et pouvoir commencer à mesurer ce qu'est le silence. Alors on a la chance que effectivement il y a énormément d'applications qui existent et qui sont téléchargeables aujourd'hui sur un téléphone portable. Il y a une application qui nous paraît particulièrement intéressante parce qu'elle ne nécessite pas de dispositif supplémentaire à adjoindre sur le smartphone pour pouvoir l'utiliser, et elle est gratuite, ce qui est un avantage évidemment indéniable, téléchargeable sous iOS et sous Android, avec une ergonomie qui est très simple. L'OMS propose une application qui s'appelle NIOSH-SLM, qui nous semble particulièrement intéressante, mais a priori qui demande un petit accessoire supplémentaire pour pouvoir être utilisée pour gagner en précision. Enfin, elle a été validée avec cet accessoire supplémentaire. Mais elle serait également tout à fait utilisable et permettrait justement à chaque personne qui a téléchargé ou qui s'est aidé lors de la réunion publique pour télécharger cette application, qui s'est fait aider par un autre participant ou par l'audioprothésiste qui animera cette réunion, de pouvoir faire cette fameuse mesure. Alors il ne faut pas négliger le temps nécessaire pour télécharger une application. Et là, je pense que les audioprothésistes ont vraiment leur rôle à jouer, parce que c'est ce qu'ils font toute la journée dans le cadre de l'appareillage auditif. Donc en faisant écouter cette fameuse composition de John Cage, et les participants vont s'apercevoir que leur sonomètre va difficilement descendre en dessous de 40 décibels A, qui est effectivement la mesure d'une pièce qui est silencieuse et qui, par exemple, en audioprothèse, est le minimum à obtenir pour pouvoir faire des mesures audiométriques à visée audioprothétique. Une fois cette notion de silence perçue, acquise, ressentie, un des éléments qui est très pertinent, c'est de se connaître soi-même, d'avoir une conscience de soi. Qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on parle, lorsque l'on émet des sons, à quel niveau on le fait, et le plus simple est probablement d'utiliser la voix de l'animateur, et là l'audioprothésiste va se transformer en acteur, parce qu'il va utiliser sa propre voix, et avec la même application sonométrique, pouvoir faire mesurer ce qu'est une voix faible, enfin une voix chuchotée, une voix faible, une voix moyenne, une voix forte. Et je crois que Christian, je vois des démonstrations savoureuses. Oui, non mais on va faire très vite, de simplement savoir qu'une voix chuchotée, c'est une voix à 40 décibels, précisément. Alors évidemment, là vous l'entendez pas à 40 décibels, mais naturellement en tout cas, chuchoter, c'est 40 décibels. Une voix amoureuse serait plutôt à 60 décibels à peu près, une voix amoureuse. On parle à peu près à 60 décibels quand on s'exprime avec une voix amoureuse. Et que peut-être 70 décibels, 80 décibels, ce serait une voix un peu portée, vous voyez, un peu chaleureuse. Voilà, en 3 phases, en fait, 3 mouvements comme ça qui correspondent assez bien à la réalité. Et voilà. Et donc les participants pourraient en même temps avoir l'affichage numérique du niveau sonore auquel ils parlent, et pouvoir justement moduler, poser leur voix, peut-être créer un certain nombre de variations à partir de leur propre voix, et pouvoir la mesurer et en prendre surtout conscience, parce que vous verrez qu'un des éléments de nuisance sonore peut être tout simplement la voix humaine, parce que la personne ne se rend pas compte qu'elle parle fort ou dans un endroit particulièrement calme, avec une salience très très forte de sa propre voix. Donc prendre conscience de soi. Dans un deuxième temps, il pourra être demandé à ce que précisément les participants eux-mêmes
fassent ce que Christian vient de faire, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur voix pour mieux la connaître et qu'ils arrivent à avoir des différents niveaux et des repères et qu'ils sachent très exactement quel est leur niveau d'émission en fonction de l'effort vocal qu'ils sont en train de réaliser. Et puis, comme un son de 60 décibels plus un son de 60 décibels, ça ne fait pas 120 décibels, le meilleur moyen, c'est peut-être d'utiliser l'auditoire et qu'on utilise par exemple une comptine connue de tous comme Au clair de la lune, qu'une personne la chante à un niveau de voix moyen, puis qu'un deuxième emboîte le pas, on s'aperçoit que d'un coup le sonomètre augmente de 3 décibels, puis que 4 personnes le fassent, et puis ces 3 décibels de plus, ça en fait 66, puis que 8 le fassent, et puis ça en fait 69, et puis que 16 le fassent, et ça en fait 72. Et on passe d'un niveau finalement de voix moyen, où la somme des 16 personnes qui chantent un niveau de voix moyen, mais qui ont le sentiment d'être un niveau de moyen, l'ensemble forme un niveau de voix fort. Donc ça, c'est un élément qui est très très important à montrer et qui peut expliquer les phénomènes de masque. C'est-à-dire une fois que tout le monde parle, enfin qu'on a 16 personnes qui chantent à un niveau de voix moyen mais qui équivaut à un niveau de voix fort, la voix chuchotée, clairement, on ne l'aperçoit plus. Donc la déclaration amoureuse n'est pas à faire quand 16 personnes chantent au clair de la lune. Et on ne fait pas une déclaration amoureuse sur les Champs-Élysées qui sont, eux, à peu près à 80 décibels de bruit de fond d'une circulation intense. Donc conscience de soi, ça permet aussi d'avoir une conscience des autres. Nous sommes clairement responsables du monde sonore que l'on crée, dans lequel nous évoluons. Cette connaissance de soi permet de vivre en bonne intelligence avec les autres, de renforcer notre capacité de coexister pacifiquement par des meilleures pratiques en matière de son et qui correspond précisément à l'objectif fixé par l'UNESCO que j'ai pu mettre en exergue dans le titre de cette présentation. Et de plus en plus, on parle de paysage sonore et on peut, au cours de cette réunion publique, imaginer donner à regarder un paysage que l'auditoire juge paradisiaque. Bon, de façon très simple, on pourrait imaginer que c'est une image sous les tropiques avec le doux son de la mer. On a tous vécu ces moments de délectation, de redécouverte de notre environnement sonore paisible. Et puis, on peut proposer petit à petit d'apporter des distracteurs, donc quelqu'un qui arrive et qui téléphone, par exemple, tout simplement, puis quelqu'un qui arrive avec sa musique, voilà, et qui vient... et petit à petit, on voit le paysage d'une autre façon, parce que le sonore vient modifier la représentation qu'on peut avoir de cette même scène qui, initialement, pouvait être jugée comme étant idyllique. Et puis, inversement, ensuite, on peut enlever bande de son par bande de son. Et à cet égard, tu as pu faire en sorte que la société Yamaha puisse fournir des enceintes pour les audioprothésistes qui souhaiteraient animer ce type d'animation. Oui, c'est un kit qui nous est quand même mis à disposition et qui sera mis à disposition de tous les audioprothésistes en France, effectivement, pour pouvoir gracieusement un kit avec l'enceinte plus effectivement le microphone et qui permettra justement à toute personne de pouvoir s'exprimer librement dans n'importe quel lieu public. Ce qui est vraiment très sympathique de la part de Yamaha. Et c'est vrai que la prise de conscience de la voix humaine, de sa propre voix, est un élément qui est très important parce qu'on sait qu'en neurosciences que la voix est un son qui est particulièrement réactogène par rapport aux autres sons dans l'environnement, comme on avait pu le montrer déjà il y a quelques années. Donc, notre audition dépend beaucoup de la perception également de notre... la perception de notre environnement dépend beaucoup de notre perception auditive et de notre capacité d'écoute. On pourrait proposer une animation où on présente différents sons purs à une certaine intensité et demander à l'auditoire de lever la main dès qu'ils entendent un son. Et certains vont s'apercevoir qu'ils ne lèvent plus la main pour des fréquences qui sont très élevées, qui peuvent dénoter une certaine perte d'audition et une qualité sonore probablement modifiée. Voilà. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur les... Voilà. Donc ces prises de conscience permettent de faire évoluer nos cadres de vie. Pour les municipalités qui sont engagées dans des projets urbains qui repensent le sonore, la Semaine du Sceau est associée à l'aménagement de la place de la gare de Courbevoie, par exemple, afin de la rendre plus accueillante acoustiquement. Ce sont des projets qui sont capitaux en matière de santé publique, parce que la non prise en compte du sonore est un risque de diminuer la qualité de vie des habitants, d'augmenter les stress divers, de diminuer la qualité du sommeil de leurs habitants, de diminuer donc l'espérance de vie, comme a pu le montrer le professeur Paul Avant dans un brillant article du Monde paru cet été. Le premier traitement acoustique est donc
est d'être conscient de ces niveaux sonores, et c'est le but de ces présentations, afin de mieux les maîtriser, afin que chaque citoyen qui en est responsable puisse s'approprier la notion de décibel, afin de créer l'environnement dans lequel il souhaite vivre et léguer aux générations futures. Donc cette communication, vous pouvez la retrouver donc, dans les cahiers de l'audition qui sont consacrés pour ce dernier numéro de l'année 2020 à la semaine du son. Merci de votre attention. Merci à toi Arnaud. Et on va donc s'activer maintenant pour que cette présentation soit finalisée et envoyée justement à tous les audioprothésistes. Donc on se donne quelques mois pour la finaliser et pour vous en faire partager.